capacité de décision et de contrôle. Et quel plus beau symbole que de le faire aujourd'hui, d'ailleurs, pour l'anniversaire de la Révolution des œillets, où un peuple, ce jour-là, a repris aussi son destin en main. Et puis bon travail à tous aujourd'hui. Merci Hélène pour cette intervention. Je m'appelle Florence Poznanski, je suis aussi membre du secrétariat national. Je vais simplement vous faire une petite introduction de la dynamique de la journée. Sur la base de cette introduction, de cette ouverture de notre co-coordinatrice Hélène Lecacheux, nous allons dans quelques instants passer à la première conférence de la journée qui va parler de la dette publique au temps de la Covid. Elle sera suivie d'une courte pause. Et ensuite, nous enchaînerons avec une deuxième conférence publique que vous pourrez suivre sur nos réseaux sur les luttes féministes au cœur de l'écosocialisme. Nous aurons ensuite un temps de ruche thématique qui se fera en atelier hors ligne à travers les liens Zoom que les participants du Parti de gauche auront déjà reçus. Et ensuite, au moment après le déjeuner, lorsque nous reviendrons, nous aurons à nouveau une session de 2 conférences. L'une donc sur les regards croisés de l'impact de la gestion de l'eau sur la biodiversité en croisant donc la réalité de la France et du Chili. Et enfin, l'autogestion en croisant des expériences actuelles et passées sur les thématiques du travail, de la terre et du logement. Et nous terminerons enfin sur une session de ruche thématique également en simultané sur les 2 thèmes. Donc avant de passer la parole à nos invités de la première ruche, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une journée de commémoration sur le 25 avril 1974 de la Révolution des œillets, nous avons préparé un court texte que nos camarades Sandrine Coquery et Gérard Bavant vont lire en introduction pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à toutes et tous. Il y a 47 ans, le 25 avril 1974, commençait au Portugal la révolution des œillets. Elle met fin à l'une des dernières grandes dictatures d'Europe. 48 années s'écroulaient sous la mobilisation du peuple et des soldats du MFA, le mouvement des forces armées. 48 années longues et cruelles d'un régime fascisant qui s'est maintenu grâce à la censure et l'oppression politique. Cette fête de la liberté, comme le disent les Portugais et les Portugaises, marque pour certains le retour de la démocratie, des droits civiques, la reconnaissance du droit de grève, la sortie de la clandestinité des partis politiques et des syndicats, l'amnistie accordée à des milliers de détenus politiques. Elle marque aussi la fin des guerres coloniales avec l'arrêt immédiat des combats décrétés par les militaires, qui donnera lieu dès l'année suivante à l'avènement des indépendances. Sandrine ? Voilà, alors attends, j'arrive. Voilà, accueillis par la population qui déposait des fleurs d'œillet dans les fusils des soldats, ce qui n'aurait pu être qu'un coup d'État militaire s'est rapidement transformé en un processus révolutionnaire profond, animé par les travailleurs et les travailleuses et la population organisée. L'histoire officielle raconte la fin d'un régime fasciste et la transition vers la démocratie. Mais la révolution des œillets, qui s'étale sur plus d'1 an et demi, c'est avant tout la force d'un peuple opprimé qui a su prendre en main l'organisation d'un pays sur des bases radicalement socialistes et populaires. En ce jour où nous nous rassemblons, celles et ceux qui luttent et réfléchissent à l'écosocialisme pour que s'instaure la révolution citoyenne partout dans le monde, le Parti de gauche souhaite rendre hommage à toutes et à tous les révolutionnaires portugaises et portugaises qui ont marqué l'histoire démocratique moderne de leur pays par leurs actions exemplaires. Nous rendons hommage aux ouvriers et ouvrières qui ont organisé des grèves radicales et occupé plus de 300 usines. Nous rendons
Nous rendons hommage aux paysans et paysannes qui ont occupé... Oh pardon, je me suis trompée. Nous rendons hommage aux syndicats qui ont occupé les sièges des banques et forcé le gouvernement à les nationaliser. Nous rendons hommage aux paysans et paysannes qui ont occupé les latifondiums et poussé certains propriétaires terriens à l'exil. Nous rendons hommage aux millions de Portugaises et Portugaises qui ont constitué des commissions d'auto-organisation dans les villes, les usines, des comités de quartier, d'habitants, de locataires. Nous savons que la révolution fut courte. Moins de 2 ans après, s'ensuit un autre coup d'État qui met fin au processus révolutionnaire en cours et engage l'instauration d'un État démocratique bourgeois. C'est aux révolutionnaires portugaises et portugaises que nous dédions cette journée, que l'élan révolutionnaire qui les animait puisse guider nos débats et nos actions militantes d'aujourd'hui. C'est donc au son de Grandala Vila Morena, qui parle de fraternité et d'égalité, que nous vous souhaitons à toutes et tous la bienvenue pour cette journée internationaliste de réflexion et d'action sur l'écosocialisme. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, sendo a Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette série de conférences par celle sur la dette publique au temps de la crise sanitaire. Donc avec le parti de gauche, dans notre manifeste de l'écosocialisme, nous avons plusieurs thèses en chantier, de nouvelles thèses, dont celle sur le pouvoir de la finance et l'arme de la dette. Donc nous réfléchissons dans cette thèse à la façon de reprendre le contrôle de la finance et la façon dont la classe dominante utilise la dette comme arme pour réduire les dépenses publiques.
Et donc, vu le contexte actuel où effectivement la dette publique a explosé, c'est l'occasion de réfléchir à la façon justement de pouvoir éventuellement donc annuler la dette. Donc ça fait partie de notre thèse. Et pour cela, nous allons recevoir aujourd'hui 3 invités, alors dont un va peut-être pouvoir nous rejoindre en cours de route, mais que voilà, je vais présenter. Nous avons donc avec nous Véronique Danet, qui est déléguée syndicale banque et assurance à l'UGIT CGT, qui est également co-animatrice du livret banque de la France Insoumise. Nous avons également avec nous Nicolas Dufresne, qui est directeur de l'Institut Rousseau et qui a coécrit l'année dernière un ouvrage sur la monnaie écologique et qui est par ailleurs spécialiste des questions de politique monétaire. Et enfin, nous aurons, je l'espère, avec nous tout à l'heure, Éric Toussaint, porte-parole de la CADDEM, le comité pour l'abolition des dettes illégitimes, qui a également écrit de nombreux ouvrages sur la question de la dette publique. Donc, je remercie nos intervenants de nous accompagner aujourd'hui et je vais leur laisser la parole. Alors, j'espère qu'on m'entend parce que j'ai un petit problème avec ma connexion. Hop, hop, excusez-moi. Tac. Je suis désolée. Hein. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien, Véro, oui. Ok, bah bonjour à toutes et tous. Prise un peu par l'émotion du précédent message, j'aurais qu'une chose à dire, c'est muito obrigada para essa palabras. Et en préambule sur la dette, j'aimerais dire déjà quand on parle de dette, il faut parler aussi de la création monétaire, mais il faut avant tout vulgariser le thème de la dette. En effet, depuis près de 40 ans maintenant, les instituts financiers qui sont en grande majeure partie gouvernés par des capitalistes accompagnés des néolibéraux font en sorte de rendre imbuvable la potion qui rend l'argent magique en fait. Auprès d'une majeure partie du peuple. Ils y ajoutent quelques éléments toxiques, rebutant ainsi un grand nombre à approcher le nez du récipient. Alors que dans les faits, c'est un sujet simple à comprendre une fois que l'on a expurgé les propos complexificateurs et fédéré les bonnes volontés désireuses de reprendre en main ce sujet et les commandes de ce système qui, en réel, utilisé à de bonnes fins, est très vertueux. Hein. Ça, on le verra ensuite en prenant l'exemple de l'après-guerre. Donc, pour comprendre la dette, il faut comprendre l'historique un peu de la monnaie. Donc, historiquement, les premiers échanges se sont faits sous forme de troc. On échange à cette époque des marchandises, des moyens de produire, des biens et des services, de la valeur travail, les uns contre les autres. Donc, ils ont une valeur réelle. Dans un second temps, vient la création de la monnaie afin de faciliter les échanges sur la base d'une valeur établie avec un caractère précieux, hein, comme avec l'or, l'argent, etc. Donc, on va créer la monnaie ainsi et elle va être contrôlée par ceux qui sont autorisés à la créer. Et dans un troisième temps, cette monnaie métal va être remplacée par la monnaie papier et surtout par le développement du crédit, hein, ce qui permet de répondre à de grands besoins plus importants, notamment avec l'industrialisation et la conduite de grands travaux. Après la guerre, l'État peut se financer grâce au circuit du Trésor et des avances de la Banque centrale. Mais c'est sans compter les monétaristes qui, eux, vont réussir à affaiblir le pouvoir monétaire de l'État et vont rendre les banques centrales indépendantes du pouvoir politique, leur interdisant le financement monétaire. Donc, là où il faut bien comprendre, c'est que cette privatisation de la production monétaire et du financement de l'État constitue le point de départ, en fait, d'une dette qui ne contribue plus à faire fonctionner l'économie réelle, mais à enrichir les capitalistes au travers de la spéculation et de la gestion de la production de la dette. C'est un procédé qui va être favorisé par la mise en œuvre du principe de réserve fractionnaire
Et la réserve fractionnaire, je m'y arrêterai un instant, c'est elle qui permet aux banques aujourd'hui de ne pas provisionner en monnaie réelle, donc la monnaie qu'on appelle fiduciaire, elles vont provisionner une infime partie. Aujourd'hui, c'est 10% environ, ça peut même être moins, des sommes qu'elles prêtent. Cette monnaie qui devient donc virtuelle n'existe qu'à partir du moment où il y a dette. Donc, pour revenir aux réserves fractionnaires, je vais vous donner un exemple parce que mon but, c'est vraiment de vulgariser. C'est qu'aujourd'hui, si je vous dépose 50 000 € sur un compte bancaire, la banque va avoir le droit de vous reprêter 45 000 €. Ces 45 000 € vont eux-mêmes retomber sur des comptes bancaires et la nouvelle banque pourra vous prêter, en mettant de côté ces 10%, de nouveau 40 500 €. Et cette spirale va loin parce que le coefficient multiplicateur peut aller jusqu'à 9 aujourd'hui. Et donc, on se retrouve avec une manne financière de l'argent magique qui se retrouve sur le marché. Par exemple, ces 50 000 € sont devenus 450 000 €. Alors, dans les faits, si on les utilise à de bonne fin, tout va bien parce que vous avez prêté de l'argent, mais en échange, vous avez réellement créé des services, de l'emploi, des écoles, des hôpitaux, vous avez augmenté les revenus, donc c'est un circuit vertueux. Or, depuis les 40 dernières années où la monnaie est créée par les banques à travers les prêts qu'elles octroient, c'est sans compter un taux d'intérêt. Ce fameux taux d'intérêt qui a fait gonfler la bulle de la dette. Et donc, tant qu'on ne va pas légiférer et puis revenir sur des traités comme le traité de Lisbonne qui nous empêche de pouvoir créer notre propre monnaie, on va rester dans cette spirale infernale qu'on appelle la boule de neige, en fait. C'est-à-dire que maintenant, depuis 40 ans, la dette, elle a été multipliée par... elle a été doublée, en fait, juste due aux intérêts. C'est-à-dire que... aujourd'hui, vous avez le gouvernement, comme actuellement Macron, qui est en train de parler d'austérité. Mais où on va? Austérité, pourquoi? Parce qu'on fait rouler la dette, mais on doit continuer à payer les intérêts. Et selon les fluctuations des taux d'intérêt, on crée du déficit qu'on recumule à la dette. Donc, il faut savoir que depuis les 20 dernières années, en vrai, les dépenses de l'État n'ont pas réellement augmenté. C'est vraiment la dette qui a mis cette charge en plus sur la dette. Donc, il faut arrêter de penser déjà que la dette est mauvaise. La dette est bonne, est importante et il faut s'en servir, mais à des fins, aux fins de servir l'économie réelle et pas le contraire. Donc, pourquoi la dette détruit l'économie réelle au seul profit des capitalistes? Parce que non seulement les banques s'engraissent sur cette bulle spéculative de création monétaire, mais elles considèrent la dette comme la colonne vertébrale en fait de leur propre existence. Et c'est vrai en plus. Il faut qu'il y ait de plus en plus de dettes pour que le système capitaliste financier fonctionne. Donc tous les politiques libéraux qui expliquent que lutter contre la dette, c'est vertueux et qu'il faut le faire à coup de pacte de stabilité, d'austérité, sans prendre en compte même les dettes utiles qui servent l'économie réelle et les dettes financières. À ce moment-là, il faut faire front contre ces méthodes. C'est-à-dire que la dette est la ligne de front du combat entre le capitalisme qui s'enrichit sur la dette tout en appauvrissant les populations. Et en retirant au peuple le pouvoir de décision politique, c'est-à-dire que nous, on a la vision qui promeut en fait la primauté à la politique sur le financier et en préconisant notamment la reprise en main, comme je le disais tout à l'heure, des banques centrales, de la production monétaire réelle et en adossant cette production à l'économie réelle. Et puis, alors, bien sûr, il faut annuler la dette spéculative qui est née de la production artificielle de monnaie, ce que j'appelais tout à l'heure la monnaie scripturale, qu'elle permet de générer. Donc, loin de se sentir honteux de combattre la dette ou d'en exiger l'annulation, nous devons assumer qu'il s'agit là d'une ligne de front principale systémique entre le capitalisme et la démocratie populaire. C'est pourquoi il est tout essentiel de mener, pour moi, le combat contre la dette, la mauvaise dette. Je redévelopperai avec Nicolas après, que le combat social au sein des entreprises, le combat sociétal quant au modèle de la République que l'on souhaite, et le combat politique à travers les échéances électorales et la prise de pouvoir. Donc,
Pour conclure, avant de laisser la main à Nicolas, et je rebondirai après sur les solutions, je veux vous rappeler que quand on vous annonce les milliards de dettes, donc aujourd'hui on est à 2674 milliards de dettes, il me semble, faut savoir que c'est des dettes qui en vrai sont sur en moyenne 7 ans, quand on ajoute les prêts à court terme, à plus ou moins long terme. C'est une moyenne de 7 ans. Donc en réel, on est à peu près à 360 milliards de dettes. On a environ 250 milliards qui rentrent dans les caisses de l'État tous les ans. Et si on allait chercher les 80 milliards qui s'évadent fiscalement, si on arrêtait de donner des milliards en CICE, si on arrêtait de laisser les ultra-riches ne plus payer leurs impôts grâce aux niches fiscales, nous aurions bien plus de rentrées et donc le poids de la dette ne serait plus une problématique. Au contraire, on pourrait refaire la dette. Il faut faire de la dette, surtout à l'heure actuelle, pour relancer l'économie réelle par la transition écologique, par l'emploi, par tout ce qu'on nous prive aujourd'hui, en rouvrant des hôpitaux, des écoles, etc. Et je redévelopperai tout à l'heure sur les luttes. Mais il faut reprendre le pouvoir. Donc, je suis pour un grand pôle public bancaire, mais en socialisant les banques. Socialiser les banques, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aller plus loin que la nationalisation. C'est vraiment que tous les partenaires, vous, moi, les syndicats, les politiques, tous les participants sont aux commandes. Et il faut vraiment aller dans cette direction. Et pour ce qui concerne de la dette actuelle, les enjeux par rapport à la crise que nous vivons, la crise sanitaire actuelle, je vais redonner la main à Nicolas pour le moment et je reprendrai la parole sûrement après. Merci beaucoup, Véro. Merci d'avoir rappelé beaucoup de vérités essentielles et puis aussi pour tout ce que tu fais vraiment dans ce combat, dans cette prise de conscience de l'intérêt de la monnaie et de la finance pour être mise au service de l'intérêt général, parce que c'est bien ça le but. Alors moi, ce que j'aimerais commencer par dire, c'est qu'aujourd'hui, on vit une situation qui est quand même assez remarquable et qui montre bien l'inanité, la stupidité des thèses qu'on a, des thèses économiques, néolibérales et monétaristes qui ont été défendues pendant de nombreuses années. Vous l'aurez noté, dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est d'ailleurs comme ça qu'on ouvrait le livre que j'ai coécrit avec Alain Grandjean, Une monnaie écologique. On ouvrait sur cette scène dans un CHU de Rouen où Emmanuel Macron parle à une infirmière et lui dit « il n'y a pas d'argent magique ». Donc c'est devenu célèbre. En réalité, si, l'argent est magique et il n'est même que ça. Pourquoi ? Parce que c'est nous, la collectivité des citoyens, qui par la confiance qu'on accorde au signe monétaire, lui donnons sa valeur. La monnaie en soi n'a pas de valeur, elle n'est qu'un signe et c'est la confiance des citoyens, la confiance d'une société qui lui donne sa valeur. Et c'est pour ça que quelque part, cette opération peut être qualifiée de magique, puisque on donne de la valeur à quelque chose qui, à la base, n'est qu'une écriture informatique, encore plus aujourd'hui que la monnaie n'est plus reliée à l'or, à l'argent, aux métaux précieux. Donc, la monnaie n'est qu'un signe. Et voilà. Donc, Emmanuel Macron nous disait en 2018, il n'y a pas d'argent magique. Et aujourd'hui, il nous dit quoi qu'il en coûte pour la crise. Et en fait, c'est pas vraiment quoi qu'il en coûte, puisque même si l'État a dû augmenter ses dépenses pour limiter les dégâts de la crise sanitaire qui s'est transformée en crise économique et sociale, il a fait strictement le minimum possible pour éviter, disons, l'effondrement du système, mais il est très loin d'avoir relancé l'économie comme il aurait dû, et encore plus loin d'engager la transition écologique et sociale, la reconstruction écologique et sociale, comme on aime à l'appeler à l'Institut Rousseau, qui devrait aujourd'hui se mettre en place. Alors, il faut bien comprendre que tout ça
la position économique d'Emmanuel Macron, qui est en effet, et du gouvernement, qui est en effet une position d'austérité, comme tu l'as très justement rappelé. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire le rapport Arthuis qui vient d'être publié sur la question de la dette. Alors moi, en lisant ce rapport Arthuis, j'avais l'impression de me retrouver avec le rapport Pebro de 2005, qui disait déjà, alors que la dette était de 60%, même pas du PIB, alors qu'aujourd'hui on en est à 120%. La dette est un problème, la dette c'est terrible, on ne va pas laisser ça à nos enfants, il faut maîtriser les dépenses publiques, il faut instaurer de nouvelles règles contraignantes sur la dépense publique, la contrôler dans le long terme, etc. Bon, eh bien entre le rapport Pebro et le rapport Arthuis, j'assume de dire que finalement, leur pensée économique n'a pas évolué d'un iota. On en est depuis 15 ans, on en est toujours au même endroit, on en est toujours, malgré toutes les évolutions, malgré tout ce qui démontre que leur thèse était fausse, parce qu'aujourd'hui on en est à 120% de dette du PIB, et pourtant les taux d'intérêt sont plus faibles que jamais, ils sont beaucoup plus faibles qu'il y a 15 ans. Il y a toujours autant de prêteurs pour l'État, si ce n'est plus. Il faut savoir que à chaque fois que l'État émet de la dette sur le marché, il y a 6 à 7 fois plus de demandes de la part des marchés financiers que l'État n'offre de dette. Donc, il n'y a pas du tout de problème de financement. Il y a évidemment pas de défiance des acteurs internationaux, d'autant moins que la Banque centrale aujourd'hui rachète les titres de dette de la part des États. Et donc, on a la démonstration in situ, j'ai envie de dire, sous les yeux, que l'endettement dont on nous a dit qu'il était pique-pendre et qu'il fallait faire très attention, en réalité n'est pas un problème pour le financement de l'État. Et donc, on pourrait engager bien plus de dépenses dans la reconstruction écologique, sociale, dans les institutions, dans les services publics qui en manquent cruellement. Alors maintenant, pourquoi ils défendent cette thèse? Alors tu l'as rappelé, c'est vraiment toute l'hypothèse monétariste qui veut que la monnaie et la dette, parce que tu as rappelé, c'est les deux faces d'une même pièce, en fait, la monnaie et la dette, il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de masse monétaire sans crédit, sans recours au crédit. Et donc, ce fait-là fait que les monétaristes disent il faut surtout couper totalement le pouvoir politique du pouvoir monétaire, de la Banque centrale, etc. Parce que si on ne le coupe pas, si on ne coupe pas le cordon, eh bien, les États vont utiliser la création monétaire pour des dépenses démagogiques. Vous avez bien compris, la création monétaire, quand c'est les marchés financiers, c'est très bien, mais il ne faut surtout pas que ça soit les États. Ça, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher parce que c'est le cœur du système. Donc là, bon. Alors nous, évidemment, c'est le cas des thèses de l'écosocialisme, et c'est ce que j'ai écrit. On partage évidemment cet avis que c'est tout le contraire. La monnaie est un bien commun, et comme un bien commun, elle doit être gérée comme telle. Elle doit donc être gérée par des institutions publiques, par des citoyens, pas seulement par l'État. Je pense que le véritable progrès en matière monétaire, ce serait aujourd'hui, en effet, et tu l'as rappelé, qu'il puisse y avoir une socialisation du système monétaire et bancaire pour qu'on puisse décider de la monnaie comme un bien commun, en fait, et que ça puisse associer différents partenaires, des institutions, l'État, les collectivités locales, les citoyens, et qu'on puisse véritablement... D'ailleurs, vous savez, c'était déjà ce que voulaient nos aïeux dans le programme du Conseil national de la résistance, où dans les jours heureux, on trouve une proposition qui était de créer un parlement du crédit et de la monnaie. Et donc sous forme d'un Conseil national du crédit et de la monnaie, qui a très, très brièvement existé en 1945, et puis qui tout de suite a été remis sous la coupe de la Banque de France,
qui elle est devenue ensuite indépendante. Alors, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de combattre radicalement cette thèse économique qui veut que les ressources naturelles soient abondantes, légitimes, qu'on puisse légitimement piocher dedans sans aucune limite, mais par contre que les ressources financières et monétaires, elles, soient rares, qu'on n'ait pas le droit d'y toucher, et surtout pas les États. Ben, c'est exactement l'inverse qu'on doit penser aujourd'hui. On doit penser que les ressources naturelles sont fragiles, elles sont limitées, mais qu'en revanche, les ressources financières et monétaires, elles peuvent être tout à fait abondantes, elles peuvent être très abondantes si on le décide et si on s'en donne les moyens et si on récupère le contrôle sur les institutions, à commencer par la Banque centrale, qui vraiment ont ce pouvoir de création monétaire infini, mais ne l'ont pas comme quelque chose de tombé du ciel. Ils l'ont parce que ça repose sur la confiance de la société, et donc ils doivent rendre des comptes. C'est pour ça que l'idée même de l'indépendance de la Banque centrale est complètement absurde et complètement antidémocratique, antisocial, puisque le pouvoir de la Banque centrale n'émane que du pouvoir du peuple. Alors, bon, pour pas être trop long, et je vois qu'Éric Toussaint est arrivé, donc pour lui laisser la parole, je voulais simplement dire très rapidement ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, en effet, tu l'as rappelé, on a eu une augmentation avec la crise sanitaire de 500 milliards d'euros de la dette publique. Bon, ça ne nous empêche pas de nous financer sur les marchés, mais néanmoins, le discours qui consisterait à dire la dette publique n'est pas un problème et il suffit de continuer à dépenser, à emprunter, etc., me semble être un tout petit peu limité. C'est-à-dire, on ne peut pas s'arrêter à ça. C'est vrai en partie, mais néanmoins, comme tu l'as rappelé, la dette publique, ça enrichit aussi beaucoup d'intermédiaires financiers. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? La dette publique, c'est aussi un moyen pour les néolibéraux d'imposer l'austérité. C'est un moyen de dire, voilà, on va léguer la dette aux enfants. Bref, tout le discours que vous connaissez par cœur et qui est stupide puisqu'on lègue bien plus de patrimoine à nos enfants que de dettes. Bon, néanmoins, il faut quand même qu'on s'engage sur une réflexion sur comment on pourrait faire mieux. Et comment on pourrait faire mieux ? Il y a plusieurs moyens. Il y a par exemple récupérer le contrôle, je l'ai dit, sur la Banque centrale pour permettre le financement monétaire direct des États par la Banque centrale. Mais ça, c'est interdit par l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, c'est pour ça qu'on a pris, en raison de cette interdiction, on s'est dit comment on peut contourner cette interdiction. Eh bien, il y a un moyen de contourner cette interdiction. Il y en a même plusieurs, en fait, qui est la transformation des dettes publiques détenues par la Banque centrale. Il faut rappeler que la Banque centrale détient aujourd'hui pas loin de 3 000 milliards d'euros de dettes publiques de l'ensemble des pays européens, dont 600 milliards d'euros pour la France. Donc on a, et en plus comme ces achats sont délégués aux banques centrales nationales, c'est notre propre banque centrale, c'est-à-dire la Banque de France, qui détient 600 milliards d'euros de notre propre dette publique. Bon, c'est-à-dire pas loin de 25%. À quoi ça lui sert ? Strictement à rien. L'État va lui rembourser cette dette, la monnaie qui sera remboursée va être détruite et c'est tout. Voilà, ça ne changera rien à l'équilibre. Voilà, donc nous, ce qu'on a proposé, et vraiment, notamment dans la tribune du 5 février que vous avez co-signée, j'en suis vraiment ravi, c'est de dire ceci est stupide. Annulons cette dette publique détenue par la Banque centrale parce que la Banque centrale est le seul créancier
qui peut se le permettre, c'est le seul créancier qui ne craint pas de faire la faillite, puisque d'un claquement de doigts, elle crée toute la monnaie qu'elle veut. Et ça, ce n'est pas du tout un point contesté ou même contestable. Mario Draghi, comme Christine Lagarde l'ont admis, hein, dans des conférences de presse, on peut voir des journalistes qui ont demandé à Christine Lagarde et à Mario Draghi, alors est-ce que la Banque centrale peut être à court de monnaie ? Bon, bah, ils étaient très embarrassés, puis la seule réponse, bah, c'était non. Voilà. Donc, évidemment, une banque centrale ne peut jamais être à court de monnaie vu qu'elle la crée. Donc, on a cette solution qui est de dire annulons les dettes ou transformons-les en dettes perpétuelles. Alors, je vais juste dire un mot sur la différence entre l'annulation pure et la dette perpétuelle. Alors, la dette perpétuelle, c'est très bien, c'est-à-dire qu'on dit que les 600 milliards d'euros, par exemple, détenus à la Banque de France, on les transforme en dette infinie, à taux zéro, et l'État n'a donc pas à les rembourser. Bon, voilà. Donc, on neutralise cette partie de la dette et donc on n'a pas à se soucier du remboursement de cette dette-là. L'annulation, c'est un peu pareil. Puisqu'on neutralise aussi le même montant, sauf qu'à mon sens, il y a deux petits avantages en plus que par rapport à la dette perpétuelle, et je vous livre ça à titre de réflexion, c'est que si on a une annulation vraiment sèche de la dette publique détenue par la BCE, on peut demander aux États de réinvestir les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on peut conditionner l'annulation de cette dette à des investissements de même montant. Et c'est tout l'objet de notre tribune, c'était de dire, voilà, on a 3 000 milliards d'euros qui sont détenus par la Banque centrale, on a cruellement besoin d'investissements dans la transition écologique et sociale. Le Parlement européen demandait un plan de relance de 2 000 milliards d'euros. Résultat, on a eu un plan de relance au niveau européen totalement rikiki de 390 milliards d'euros de subventions sur 3 ans et dont on voit aujourd'hui qu'on n'arrive même pas à les débloquer et à les faire atterrir, si vous voulez, dans l'économie réelle. Donc, il faut faire autrement. Il faut pousser les États à investir alors qu'ils ne veulent pas investir, et ce, malgré l'exemple américain, parce qu'on voit que les Américains n'ont pas les mêmes scrupules que nous. Et aujourd'hui, Joe Biden, malgré tous ses défauts, met quand même en place un plan de relance qui est d'un autre niveau que celui qu'on a mis en Europe. Donc, notre idée, c'est ça, c'est de dire l'annulation sera conditionnelle à un plan de relance de même montant. Et donc, ça me semble être un avantage certain de cette proposition. Et il y en a un deuxième, c'est que, et là notamment je laisserai aussi Éric Toussaint réagir parce qu'il est un spécialiste de l'histoire des dettes publiques et vraiment son livre sur le système dette est une mine d'or et une mine d'informations. Mais on s'aperçoit quand même que dans l'histoire, les dettes perpétuelles finissent souvent par être remboursés. Par exemple, en Angleterre, il y a eu beaucoup de dettes à très long terme, à 100 ans, 150 ans, et puis on a fini parfois par les rembourser là, dans les années 2000, alors qu'elles avaient été émises au cours du 19e siècle. Donc, on n'est pas à l'abri, si vous voulez, qu'un jour, il y ait quelqu'un qui décide de dégeler les dettes qui sont dans le coffre de la Banque centrale pour finir par les rembourser, même si ça serait complètement stupide et complètement contre-productif. Voilà, donc ces deux éléments que je soumets à votre réflexion. Hein. C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé la tribune de Jean-Luc Mélenchon dans La Tribune, justement, dans le journal La Tribune, qui avait vraiment appuyé sur tous ces arguments et montré qu'une annulation sèche de la dette publique en échange d'investissement était vraiment une voie à poursuivre aujourd'hui. Voilà. Donc, on a, bon,
je ne vais pas m'appesantir. On a aussi d'autres solutions, financer directement les banques publiques d'investissement par la Banque centrale, revoir un certain nombre, revoir évidemment les critères de Maastricht et toutes les règles budgétaires. Cela, ça va de soi. Mais je ne vais pas être plus long pour laisser la parole aux autres intervenants, et merci beaucoup, au plaisir d'en reparler. Oui, j'entends plus si... Ouais, ça fonctionne. Juste avant de laisser parler Éric Toussaint, je voulais rebondir aussi sur une solution dont on ne parle jamais, ou du moins que les capitalistes considèrent comme un gros mot dans nos bouches, c'est l'inflation. Parce qu'ils vont utiliser le terme inflation en faisant peur aux citoyens, en disant c'est l'augmentation des prix. Non, nous, on prône une inflation raisonnée, raisonnable, avec l'augmentation surtout des revenus. Parce que les capitalistes, etc., les monétaristes, depuis des années qu'ils ont mis en place cette manière de faire, ils s'en sont mis plein les poches. Donc, pourquoi ils ne veulent surtout pas qu'on parle d'inflation? Parce que qui dit inflation dit que vos revenus augmentent de manière conséquente, les prix aussi à l'achat augmentent, mais les crédits étant fixes, ils restent les mêmes. Donc, ça permet justement de vous redonner du pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de dette publique, mais il ne faut pas oublier l'énorme dette que les entreprises, les citoyens ont à leur actif. Les entreprises, si on va dans tous les détails, c'est plus de 7 000 milliards, les citoyens, c'est plus de 2 000 milliards. Donc ça permet effectivement de relancer l'économie réelle en consommant bien, en consommant mieux. Et donc, il ne faut pas avoir peur de l'inflation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les organismes financiers, leur seule crainte, c'est de voir s'installer de l'inflation. Donc, moi, je dis oui à une inflation modérée. Eric, peut-être nous en dira un mot, avec une hausse forte des revenus, des minima sociaux, etc. Voilà, merci Eric et pardonne-moi. Bonjour, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Donc, oui. D'accord, je vous rejoins avec plaisir. C'était un peu mouvementé ce matin. Je me suis levé à 2h45 du matin. Je suis rendu à l'aéroport. J'ai pris un vol pour le sud de l'Espagne et je vais participer à une manifestation cet après-midi contre un énorme projet immobilier pour me joindre à des agriculteurs qui protestent contre le fait qu'on veut construire ces 130 familles d'agriculteurs qui vont être expulsés de leur terrain de maraîchage pour la construction d'un golf 18 trous et des maisons de luxe et un hôtel 5 étoiles. Et où la dette de la municipalité à l'égard d'une entreprise locale appartenant à la famille du marquis de Larios, ce n'est pas une blague, la dette de la municipalité va être convertie ou annulée par l'entreprise du marquis à condition que la municipalité transforme des terres agricoles en terrains constructibles pour des projets de luxe. Et la dette, de nouveau, là-dedans, est un instrument de dépossession, on va dire, de biens communs au profit d'une minorité privilégiée. Et en plus, là, c'est l'aristocratie classique qui a d'énormes grandes propriétés immobilières en Espagne. Bon, mais revenons à la question des dettes en général et l'accumulation des dettes, notamment pendant cette pandémie du Covid. Je pense qu'il faut vraiment s'interroger d'une manière différente que beaucoup d'économistes, y compris hétérodoxes, qui disent mais c'est vraiment bien, la Banque centrale européenne et la Commission européenne ont renoncé à leur dogme néolibéral qui implique de limiter l'augmentation de la dette. Ils font de la dette et donc
c'est bien parce que, disent une série d'économistes, y compris hétérodoxes, qui à mon avis ont tort, ils disent simplement on se félicite de ça parce que on renonce donc au dogme néolibéral. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé le jugement qu'on doit avoir, parce que si on augmente la dette publique pour financer la lutte contre la pandémie et les effets économiques, et notamment les aides qui sont données aux entreprises et aux personnes victimes de la réduction de l'activité économique, ces dépenses, là, il faut les faire, bien sûr, pour venir en aide aux personnes, aux petites entreprises, etc. Mais pourquoi le financer nécessairement par la dette? Pourquoi ne pas le financer par une taxe sur les grandes entreprises, celles qui ont profité à fond de la pandémie? Évidemment, on pense à Google, à Amazon et à d'autres, et au Big Pharma, évidemment, les grandes entreprises pharmaceutiques. Vous savez que Pfizer a annoncé 15 milliards de revenus supplémentaires grâce à son vaccin. Et puis maintenant, Pfizer annonce que il faudra une dose supplémentaire et puis une dose chaque année. Donc on voit que ça va devenir une rente permanente pour une série de grandes entreprises du secteur pharmaceutique et il faudra absolument les taxer. Donc la dette publique peut être légitime si elle sert à des buts légitimes et si on a bien utilisé les différentes possibilités qu'un État a pour financer. Et on ne finance pas nécessairement uniquement par la dette. En fait, les États capitalistes financent systématiquement par la dette afin de ne pas taxer les riches. Si on avait à faire ces dépenses et qu'on posait la question à la société, est-ce que ceux qui en ont profité et qui en profitent tous les jours doivent être mis à contribution pour aider la majorité de la population? C'est clair que la majorité de la population dirait bien sûr qu'il faut faire peser l'impôt et les taxes, etc. Bon, donc ça c'est une première remarque. La deuxième remarque, et donc la conclusion de la première remarque, c'est pas parce que on fait de la dette que c'est nécessairement bien. Encore faut-il le faire à bon escient et encore faut-il avoir utilisé les différentes possibilités qu'offrent différents types de politiques et notamment fiscales pour se procurer de l'argent en tant qu'État. Alors l'autre point, c'est pourquoi c'est important d'annuler les dettes détenues par la BCE. Je n'ai pas entendu qu'une petite partie de l'intervention de Nicolas, et ce que j'ai entendu, je suis tout à fait d'accord. Et je vais donner un argument sans savoir s'il l'a, lui, utilisé. Donc, je voudrais bien, en voyant votre tête et la tête de Véronique et de Nicolas, si il l'a déjà dit. C'est en fait le fait que la BCE détienne des dettes sur les pays de la zone euro, même si c'est à des taux faibles d'intérêt, c'est un moyen de chantage sur les États. Alors, je m'explique. Je vais donner un exemple très concret. Il y a 2 ans, vient au gouvernement italien un certain Salvini. Nous n'avons aucune sympathie avec Salvini. C'est la Ligue du Nord, c'est des idées chauvines, racistes, etc. Mais ce Salvini, il dérangeait et il remettait en cause l'euro. Ça ne plaisait pas du tout à la BCE de Draghi, qui est devenu maintenant le chef du gouvernement. Et qu'a fait la BCE? Elle a dit, puisque Salvini nous embête, eh bien nous n'achetons plus des titres de la dette italienne pour les 2 ou 3 mois qui viennent. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que les taux d'intérêt sur la dette italienne ont tout de suite augmenté. Parce qu'il faut bien vous dire une chose, c'est que, et je ne sais pas si Nicolas l'a expliqué, les dettes françaises aux mains de la BCE, c'est pour plus de 400 milliards
ça vous a sûrement donné le chiffre, mais en fait, il ne faut pas penser qu'elles sont là de manière éternelle. En fait, la BCE achète aux banques privées des titres qui viennent à échéance. Certains titres viendront à échéance dans 2 mois, d'autres dans 6 mois, d'autres dans 1 an, d'autres dans 2 ans. Grosso modo, c'est des maturités comme ça, en fonction du moment où la BCE a acheté des titres français. Il y a 6 mois, ou il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi, des titres à 1 an et demi, 2 ans. Vous voyez, il y a des dates d'échéance. Et à ces dates d'échéance, si la BCE ne rachète pas de nouveaux titres pour la même somme, eh bien, les marchés se disent, quand la France va revendre de la dette sur le marché, on va exiger des taux d'intérêt supérieurs parce que la BCE a montré son mécontentement et donc inquiétude des marchés et donc chantage et donc augmentation des dettes. Et évidemment, la BCE, c'est un moyen de chantage. C'est un moyen de chantage contre un gouvernement de droite qui menacerait de quitter la zone euro ou d'extrême droite, mais c'est un moyen de chantage contre tout gouvernement de gauche, contre un gouvernement comme de Syriza en 2015, un gouvernement de la France insoumise allié à d'autres, si à des prochaines élections, le parti de gauche, la France insoumise, en alliance avec d'autres, arrivait à la présidence ou arrivait à constituer un gouvernement. Et donc, pour moi, c'est un argument fondamental pour exiger l'annulation des dettes détenues par la BCE parce que ça enlève un moyen de chantage considérable qu'a la BCE à l'égard de la France ou de tout autre pays dont le peuple choisirait un gouvernement qui légitimement dirait « moi, je ne veux pas respecter les politiques néolibérales, il y a des éléments des traités européens que j'aborde et que je n'appliquerai pas, je vais désobéir parce que je veux que la population de mon pays voit ses droits garantis, puisse changer réellement la situation pour plus de justice sociale et environnementale. » Donc, tous ceux qui nous disent, et donc il y a eu des tribunes écrites contre la tribune que Nicolas Dufresne, Piketty, Gaël Giraud, moi-même et d'autres avons signé, ils nous disent, mais en fait, ça n'a pas de sens de demander l'annulation des dettes détenues par la BCE parce que c'est des dettes éternelles, parce qu'on paye des taux d'intérêt très faibles et que c'est une institution publique. Ben non, ils ont complètement tort parce qu'ils ne décrivent pas dans leur réponse la situation réelle. Et donc, bon, je m'arrête là parce que, y compris, je dois repartir parce qu'on m'attend à un autre endroit à cette manifestation. Mais évidemment, s'il y a des questions ou quoi, je suis tout à fait prêt à répondre. Merci beaucoup, Eric. Tu es vraiment totalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Je voulais juste apporter une toute petite précision par rapport à un point que tu as dit. En effet, les dettes publiques détenues par la BCE vont arriver à échéance. Il faut savoir qu'il y a 2/3 des 2700 milliards d'euros de la dette publique française qui vont arriver à échéance avant 2027. Et donc, du coup, s'il y a une remontée des taux d'intérêt dans les prochaines années, et ben, du coup, on va se retrouver effectivement avec la corde au cou. Il suffit que la BCE arrête
ces programmes d'achat d'actifs et ne se fixe plus l'objectif. Alors moi, j'avais fait une tribune dans le journal Marianne, une lettre ouverte à Christine Lagarde, où j'avais dit à Christine Lagarde, finalement, eh ben, écoutez, si vous voulez qu'on retire notre proposition d'annulation des dettes publiques détenues par la BCE, engagez-vous pour les 50 années à venir à racheter toute la dette publique émise par les États et à taux zéro. Et évidemment, la BCE n'est pas prête à faire ce type de promesses et ce type d'achat. Donc, l'annulation a évidemment tout son sens. Voilà, c'était le petit complément que je voulais ajouter, mais je partage absolument tout ce que tu as dit. Il nous reste 2 minutes. Je reprendrai une dernière fois la parole pour te remercier, Eric. Ça va totalement dans le sens
Tu peux y aller, c'est bon. D'accord. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Parti de gauche pour cette nouvelle journée internationale de l'écosocialisme. Une fois de plus, hélas en virtuel, mais j'espère que bientôt nous aurons l'occasion de nous rencontrer physiquement. La question de l'écosocialisme, c'est un travail que nous menons depuis notre création et la première manifestation publique a eu lieu en 2012 lors de nos assises nationales de l'écosocialisme. C'est un travail d'échange avec différents partenaires, bien au-delà, bien sûr, du Parti de gauche, à l'issue desquels nous avons publié, un an plus tard, 18 thèses de l'écosocialisme. En 2018, notre Conseil